Libérez le sans-abri, et je vous révélerai le véritable coupable. Vous n'avez pas la moindre idée de qui est le voleur ici. Le silence qui s'abattit sur la salle d'audience du palais de justice était si profond, si absolu, qu'il semblait absorbé jusqu'au son des respirations. Pierre, un homme aux vêtements usés jusqu'à la trame et au regard épuisé par des années de lutte, parvenait à peine à se tenir debout dans le box des accusés. Le bois poli sous ses doigts tremblants lui semblait froid et hostile. Voilà 3 jours qu'il était détenu, emprisonné dans une cellule grise qui sentait le désespoir, accusé du vol présumé d'un dossier important qui avait mystérieusement disparu du bureau de l'homme d'affaires Stéphane Dubois. Dubois, figure puissante et respectée du petit village de Provence, incarnait tout ce que Pierre n'était pas, la richesse, le pouvoir, l'assurance. Tous les regards dans la salle étaient tournés vers Pierre, des regards chargés de mépris, de dégoût, comme si sa pauvreté visible était une preuve irréfutable de sa culpabilité. Le verdict semblait déjà prononcé dans l'esprit de l'Assemblée. « Je n'ai rien à voir avec cette histoire », balbutia Pierre, sa voix n'étant qu'un murmure tremblant, presque inaudible. Le juge Bernard, sans même lever les yeux de ses notes, répondit avec une froideur glaciale qui fit frissonner l'accusé. « Monsieur Pierre, les preuves sont accablantes. Vous avez été vu quittant la propriété avec un porte-document. » La voix du juge était dénuée de toute émotion, une simple formalité administrative avant de clore l'affaire. « Ce porte-document, je l'ai trouvé dans la rue, près du portail, » tenta d'expliquer Pierre, son espoir s'amenuisant à chaque mot. « Je voulais seulement le rapporter. Je pensais faire une bonne action. » Quelques rires étouffés fusèrent depuis les bancs du public, des ricanements cruels qui le forcèrent à baisser la tête, le menton contre sa poitrine, vaincu. Sur le côté, Stéphane Dubois l'observait, les bras croisés sur son costume impeccable, son visage fermé par une colère froide et contenue. Pour lui, cet homme n'était rien de plus que le symbole de la misère qu'il exécrait, une verrue sur le visage de leur communauté prospère. « C'est incroyable », siffla l'homme d'affaires à son avocat, un homme au visage aussi lisse et impassible que celui de son client. « On lui a donné de la nourriture une fois, par pitié, et voilà comment il nous remercie, en nous volant. » Au premier rang, assise sur le bord de son siège, sa petite fille Manon, âgée d'accent grave peine 10 ans, buvait chaque parole. Elle serrait son téléphone portable entre ses petites mains moites, et ses grands yeux clairs étaient emplis d'un doute qui la tourmentait. Elle ne parvenait pas à comprendre comment cet homme à la barbe blanche, cet homme qui lui adressait toujours un sourire bienveillant et un petit signe de la main chaque fois qu'elle le croisait près du jardin public, pouvait être un voleur. L'image qu'elle avait de lui ne correspondait en rien au monstre dépeint par l'accusation. Le procureur, un homme à la mâchoire carrée et à la rhétorique agressive, présenta ce qu'il appelait les dernières preuves. Des photos floues prises par une caméra de surveillance lointaine, des témoignages contradictoires et vagues, mais qui, assemblés avec art, semblaient suffisants pour le juge Bernard. Tout paraissait joué d'avance. L'issue ne faisait aucun doute. Pierre prit une profonde inspiration, un souffle de résignation qui semblait emporter avec lui ses derniers fragments d'espoir. Il leva les yeux vers le plafond orné de la salle, murmurant une prière silencieuse que personne ne put entendre. C'est à cet instant précis que Manon se leva d'un bond. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix d'enfant, bien que brisée par l'émotion, résonnant avec une force inattendue dans le silence pesant. « Libérez-le, et je vous révélerai qui est le véritable coupable. » Tous les visages se tournèrent vers elle, une mer de regards stupéfaits. Stéphane Dubois fronça les sourcils, d'abord surpris, puis visiblement irrité. « Manon, assieds-toi immédiatement. »« Ceci n'est pas un jeu », lui ordonna-t-il d'une voix basse et sifflante. Mais la fillette ne bougea pas, ancrée au sol, son petit corps vibrant de détermination. Elle tenait son téléphone comme une arme. « Je ne joue pas, grand-père. J'ai vu quelque chose que tu n'as pas vu. » Le juge Bernard leva une main pour réclamer le silence, son intérêt soudainement piqué. « Jeune fille, de quoi parlez-vous exactement ?» Manon déglutit, l'adrénaline battant dans ses veines. Elle leva le téléphone bien haut. « Ce soir-là, j'ai filmé une vidéo sans le vouloir. Je voulais te montrer, grand-père, comment Thierry, le majordome, avait décoré ton bureau pour ton anniversaire. Mais j'ai enregistré autre chose. » Un murmure parcourut la salle, grandissant comme une vague. Le visage de Stéphane Dubois se crispa. « Manon, éteins ça tout de suite, » dit-il d'un ton autoritaire qui ne tolérait aucune désobéissance. Elle secoua la tête, refusant d'obtempérer. « Non.
Tu m'as toujours appris que la vérité ne doit jamais être cachée, même si elle fait mal. Le juge Bernard hocha lentement la tête, un pli d'intérêt sur son visage sévère. Permettez-lui de nous montrer cette vidéo, ordonna-t-il. Un assistant connecta rapidement le téléphone portable à l'écran géant du tribunal. Les lumières de la salle furent tamisées, plongeant l'audience dans une semi-obscurité pleine d'attente. La vidéo commença. Une image tremblotante du bureau de son grand-père, filmée à hauteur d'enfant. On entendait des rires en fond sonore, puis, soudain, la silhouette de Thierry, le majordome, entra dans le champ avec une démarche furtive. Il regarda à droite et à gauche avant de dissimuler rapidement un dossier cartonné sous le grand canapé en cuir. Les murmures se transformèrent en exclamations de stupeur. Assis non loin de la famille Dubois, Thierry se leva brusquement, son visage d'une pâleur cadavérique. « C'est un montage. Cette gamine ment. » hurla-t-il, sa voix stridente trahissant sa panique. Manon le fixa de ses yeux perçants. « Tu avais dit que tu aiderais mon grand-père à trouver le coupable. Était-ce de toi que tu parlais ?» Le juge frappa la table de son maillet. Silence dans la salle. Pierre, dans son box, n'en croyait pas ses yeux. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues burinées. Mon Dieu, tout ce temps Stéphane Dubois ne dit rien. Son visage, habituellement si dur et orgueilleux, commença à se fendre, à se craqueler comme une terre aride. Il regarda alternativement le sans-abri qu'il avait méprisé et sa petite fille qui venait de faire voler en éclats ses certitudes, incapable d'articuler le moindre mot. Mais avant que quiconque pût réagir, Thierry commit un geste désespéré. Il se jeta vers la sortie, bousculant violemment un agent de sécurité. Les photographes, sentant le drame, se précipitèrent, leurs flashs crépitant comme des éclairs. Le juge hurla des ordres, et un chaos indescriptible s'empara de la salle. Manon, tremblante, se réfugia dans les bras de son grand-père. Stéphane, toujours sous le choc, ne put que murmurer « Que ai-je fait ?» La vidéo tournait en boucle sur l'écran, rejouant inlassablement la scène de la trahison. Et tandis que les agents de sécurité couraient après le majordome, Pierre restait là, debout, le regard fixé sur le juge, les yeux pleins d'une vérité enfin révélée, attendant d'entendre les mots qui pourraient lui rendre sa vie. Les agents de sécurité parvinrent à fermer les lourdes portes en chaîne juste avant que Thierry ne puisse s'échapper. Ils le plaquèrent contre le mur, alors que le public observait la scène, partagé entre des cris d'indignation et le cliquetis incessant des appareils photo. Le majordome, en sueur, laissa échapper un gémissement de désespoir. « Vous ne savez pas ce que vous faites ? Je ne faisais que suivre les ordres. » cria-t-il, son regard affolé se tournant vers l'homme d'affaires. Stéphane Dubois se figea comme s'il avait été frappé par la foudre. Pendant une seconde, la salle entière retint son souffle, créant un vide sonore assourdissant. « Les ordres de qui ?» demanda le juge Bernard d'une voix grave et pénétrante. « 2 personnes. » Tenta de se rétracter Thierry, mais la peur lui coupa les jambes. Il s'affaissa légèrement. « De lui, dit-il finalement, en désignant Stéphane Dubois d'un doigt accusateur. Un frisson parcourut l'audience. Stéphane blêmit, baissant la tête, incapable de soutenir le regard pur et interrogateur de sa petite fille. Le juge exigea de nouveau le silence. « Monsieur Dubois, ce que votre employé vient d'affirmer est-il exact ?» L'homme d'affaires prit une longue inspiration, mais sa voix se brisa quand il tenta de parler. « Je voulais protéger le nom de ma famille. J'ai cru qu'en cachant ces papiers, j'éviterais un scandale. Il s'agissait de mes agissements au sein du conseil d'administration. » Il marqua une pause, ravagé par la honte. « Je n'ai pas pensé non, je n'ai jamais pensé qu'un innocent finirait par payer pour mon erreur. » Manon se mit à pleurer. Elle se dégagea de l'étreinte de son grand-père et courut vers Pierre. « Pardonnez-le, s'il vous plaît, » lui dit-elle d'un filet de voix. Le vieil homme la regarda avec une infinie tendresse. « Tu n'as pas à me demander pardon, ma petite. Tu as fait ce que peu de gens osent faire. Tu as dit la vérité quand tout le monde se taisait. » Le juge ordonna la libération immédiate de Pierre. Les menottes tombèrent sur le sol avec un bruit métallique qui résonna dans le cœur de chacun. Pour la première fois depuis des années, le sans-abri sentit le poids de sa dignité lui revenir. « Merci, monsieur le juge, » murmura-t-il en essuyant ses larmes. « Ne me remerciez pas, » répondit le juge. « Remerciez cet enfant. Et la vérité. »
Thierry fut escorté hors du tribunal. Stéphane, entre deux sanglots, demanda la parole. J'ai passé ma vie à croire que l'argent pouvait effacer n'importe quelle erreur. Aujourd'hui, je comprends que la véritable valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on défend. Manon le serra fort dans ses bras. Grand-père, tu peux encore réparer ça. Il acquiesça, les yeux rougis. Oui. Et je vais commencer par présenter à cet homme des excuses publiques. Stéphane se leva et traversa la salle en direction de Pierre. Les caméras immortalisèrent l'instant précis où le puissant homme d'affaires tendit la main à l'homme qu'il avait méprisé. J'ai eu tort à votre sujet. J'ai jugé votre apparence sans voir votre âme. J'espère que vous pourrez me pardonner. Pierre l'observa en silence, puis après un instant qui parut une éternité, il lui serra la main. Tout le monde mérite une seconde chance, monsieur Dubois. La vôtre commence aujourd'hui. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, certains spectateurs ayant les larmes aux yeux. Manon sourit, tenant toujours le téléphone qui avait changé le destin d'un homme. Dehors, les médias diffusaient déjà la nouvelle. La vérité d'un sans-abri qui avait ému tout un tribunal. Quelques jours plus tard, on vit Pierre travailler dans le nouveau programme d'aide sociale que Stéphane avait créé pour les personnes sans domicile. Ils marchaient ensemble dans le jardin public où tout avait commencé, baignés par la lumière dorée du soir provençal. Je n'aurais jamais imaginé refaire confiance à quelqu'un, dit Pierre en regardant le coucher de soleil. Et moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un sans-abri me rendrait la foi en moi-même, répondit Stéphane en souriant. Manon les rejoignit en courant, son rire innocent résonnant dans l'air, le même rire qui avait sauvé une vie. Grand-père, tu as promis que nous dînerions tous ensemble ce soir. Et nous le ferons, mon amour, répondit-il en la prenant par la main, cette fois comme une vraie famille. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui l'écho de cette journée au tribunal, où une enfant avait prouvé que la vérité, aussi petite soit-elle, trouve toujours sa voie. Car lorsque la justice naît du cœur, aucun pouvoir ne peut la faire taire.